comment est-ce que, en tant que parent, je peux abandonner l'idée d'avoir à éduquer mon enfant? Oui. C'est dès l'instant où la conception a lieu, et même des fois avant, je rentre à l'école de parents et je ne connais rien. Et l'enfant, mon enfant, va m'apprendre. Et il m'apprend tout ce que j'ai besoin de savoir pour être sa mère. Le prochain m'apprendra tout ce que j'ai besoin de savoir pour être la mère du prochain. Je suis pas la même, tu vois. Et en même temps, si tu veux, l'enfant, il me ramène aussi vers moi. Énormément, il m'apprend à vivre. Il y a une phrase de Osho que je trouve formidable, mais qui est extrêmement dure. C'est: nos enfants nous apprennent à vivre, et nous leur apprenons à mourir. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien avec Maïti Trélin, qui est coach et sage-femme et que nous avons reçu au micro de Nexus il y a quelques mois, mais en visio. Et cette fois-ci, elle a fait le déplacement, elle est avec nous en plateau. On va parler évidemment de la naissance, de physiologie, de la vie, des épreuves de la vie et aussi de la mort. Voilà, toutes ces thématiques qui sont reliées dans son parcours. Mais avant cela, je voulais vous inviter à nous soutenir. Nexus est l'un des derniers médias en kiosque indépendant et sans publicité. Vous pouvez nous soutenir sur nexus.fr, dans tous les points presse, et évidemment nous retrouver le 19 décembre prochain au Théâtre de la Tour Eiffel. Le lien est dans la description pour une grande soirée de conférences et aussi un one-man show du Dr Alouest que vous connaissez si bien, donc n'hésitez pas. C'est suite au grand succès de notre soirée des 25 ans de Nexus du 5 septembre. Nous allons vous offrir une conférence exceptionnelle. Et tout de suite, je passe à notre invité, Maïti Trélin. Bonjour. Bonjour Marc. Enfin, bonsoir, on est le soir là maintenant. Oui. Pour ceux qui nous écoutent, ce sera peut-être le jour. Merci de nous avoir rejoints dans notre studio. Je suis très heureuse de le découvrir. Bon, voilà, est-ce que c'est un petit peu rangé, mais à l'image, c'est un peu plus propre. C'est plus carré. En tout cas, moi, je suis ravi de te retrouver dans la vraie vie, parce que je t'ai vu derrière un écran. Et alors, je le rappelle, hein, tu es sage-femme, hein, tu étais très proche de Michel Audin, Oui. qui nous a quittés il y a quelques mois, que nous avions eu la chance d'interviewer juste avant son décès, qui est le grand ambassadeur de la physiologie de l'accouchement, qui a vulgarisé tout ce qu'il avait découvert, tout son travail. Il avait d'ailleurs préfacé l'un de tes ouvrages, J'accouche bientôt, que faire de la douleur, aux éditions Le Souffle d'Or. Et là, tu es en préparation d'un nouvel ouvrage qui s'appelle, je ne me trompe pas, j'ai noté, Enfanter de la douleur au plaisir. Tout à fait. Pardon. Voilà. Aux éditions Le Courrier du Livre, qui devait être également préfacé par Michel Audin. Voilà, mais il n'a pas eu le temps. Bon. Et tu as un parcours de sage-femme à domicile. C'est une espèce en voie de disparition. Tout à fait. En France, en tout cas. Tout à fait. Je crois qu'une centaine de sages-femmes dans toute la France, sages-femmes à domicile. Je ne peux pas te dire. C'est à peu près ça, les chiffres. Ouais. Ouais. Ça fait pas beaucoup. Quand je travaillais, on était une soixantaine, tu vois. Donc, bon, après, t'as commencé quand il y a... j'ai été diplômée en 81 et j'ai dû commencer les accouchements à domicile, ça devait être 93. Bon, allez, en un peu plus de 30 ans, on a doublé. C'est presque doublé, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein. Combien d'enfants as-tu accouché à domicile, à peu près? À domicile, il y en a à peu près 300. Et en tout, ce que tu sais? Il y en a un peu plus de 2000. Beaucoup. Tu as amené beaucoup d'enfants sur Terre, alors. Tu as aidé. Ils se sont confiés à moi, tu vois, pour l'arrivée. Et c'est toujours un honneur d'être là à l'arrivée d'un nouvel être sur cette terre. Qu'est-ce qui t'a... Alors, on va parler de beaucoup de choses un peu différentes, mais finalement un peu reliées à cette thématique de la naissance. Parce que ces dernières années, on en parlait en préparant l'entretien, toi et moi, tu as vécu des difficultés par rapport à la maladie, ça a été un parcours, des épreuves, et finalement les deux chemins se relient sur pas mal de points. Mais
on l'a sûrement dit dans la première interview qu'on a faite ensemble, mais pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir sage-femme et de faire accoucher les femmes et de faire venir la vie? C'est quand même un acte assez fort symboliquement, au-delà du travail que ça représente. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi? Écoute, j'ai de plus en plus de recul par rapport à ça, parce que je me questionne, tu vois, là, en ayant écrit Enfanter de la douleur au plaisir, où je vais encore plus loin, puisque le plaisir, c'est l'extrême de la physiologie. C'est-à-dire, je pousse la physiologie à l'extrême, et la femme n'est pas faite pour accoucher dans la douleur, elle est faite pour accoucher dans le plaisir. C'est ça qui est inscrit à l'intérieur de toute femme. Et je me rends compte que cette physiologie, ça habite mes tripes depuis ma naissance, quoi. Je sais pas où ça m'est venu. et j'ai eu envie d'être sage-femme, j'avais 11 ans. J'avais aucune connaissance du métier, de l'existence du métier. J'avais pas rencontré de sage-femme, j'avais pas de bébé autour de moi, pas de maman autour de moi, enfin en dehors de ma maman, mais j'ai pas de petits frères et de petites sœurs, je suis la dernière. Et pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a eu cet appel? J'ai encore l'image que j'ai eue à ce moment-là. Et c'était la sage-femme qui va de village en village pour faire des accouchements à domicile. C'était ça qui était mais fluide à l'intérieur de moi. J'ai pas eu à chercher. Et tout le monde autour, quand j'en parlais, tout le monde me disait « mais c'est n'importe quoi, travailler de jour comme de nuit, tu peux pas ». Donc j'ai eu envie d'être prof de maths. J'allais dire rien à voir, mais bon, ça reste une approche scientifique. Voilà. Et puis après, mon papa aurait voulu que je sois médecin, et quand je me suis inscrite en médecine, cette année d'études pour être médecin, j'ai dit non. Et c'est là où j'ai pris une année sabbatique, et dans cette année-là, j'ai préparé le concours de sage-femme. J'ai entendu Michel Audin en conférence. Ça m'a juste... À chaque fois que j'ai rencontré Michel Audin, parce que je le connais depuis... tu vois, la première fois que j'ai rencontré, je devais avoir 19 ans. J'étais en deuxième année d'élève sage-femme. J'étais toute jeunette, quoi. Et après, je l'ai souvent rencontré. À chaque fois, je me disais oh, mais je vais rencontrer Michel Audin. J'ai plein de questions à lui poser, probablement. Mais je cherchais des questions et je sentais que j'avais toutes les réponses à l'intérieur de moi. Donc, avec Michel Audin, on a toujours eu des échanges amicaux. Et si tu veux, pour moi, être sage-femme à domicile, c'était littéralement incompatible avec la vie de famille. C'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices. Ouais. Donc, quand je me suis mariée, que j'ai eu des enfants, c'était bye-bye, quoi. Et comme la pratique médicale était de plus en plus médicalisée, j'étais de moins en moins heureuse. Donc, après la naissance de ma fille, je me disais... pendant sa grossesse, je me disais, je vais arrêter. Je vais arrêter sage-femme, je vais être mère de famille. Parce que là, tu étais dans une structure médicalisée, conventionnelle. Non, j'ai travaillé majoritairement dans une clinique alternative, dans laquelle, quand je suis arrivée, il n'y avait pas d'accouchement dans l'eau, on commençait à balbutier les positions d'accouchement. Et moi, j'ai amené vraiment... Dès que je suis arrivée là-bas, j'ai mis les femmes en position accroupie sur table d'accouchement, puis j'ai mis les matelas par terre, puis je les ai mises sous la douche. Elles ont accouché sous la douche. Donc après, on a réclamé une baignoire. Et puis voilà, quoi. Et j'ai fait le premier accouchement dans l'eau. C'est moi qui l'ai fait à la clinique. Enfin, j'étais pas mal pionnière. Ouais, parce que entre toi, Michel Audin, qui était vraiment l'un des premiers, si ce n'est le premier en France, qui a un peu chamboulé les pratiques. On a l'impression qu'on faisait tout à l'envers. En tout cas, en termes d'accouchement, c'est-à-dire mettre les femmes sur le dos, alors que finalement, c'est pas la meilleure position, avec toutes les lumières, alors que il faut qu'il y ait quelque chose, une ambiance un peu tamisée, pour pouvoir laisser aussi la femme dans une ambiance tranquille. Il y a tout un tas de pratiques comme ça qui provoquent une surmédicalisation, alors que finalement, il expliquait que pour un accouchement, il faut laisser la femme
intervenir le moins possible, finalement. Mm. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à aller à domicile, aider les femmes Non, c'était à l'intérieur de moi. Tu vois, la première naissance que j'ai faite à domicile, c'était pas, j'étais pas, c'est ma première. Non, pour moi c'était simple, c'était normal, c'était, tu vois, elle a failli s'appeler Maïti d'ailleurs, c'était amusant. Elle s'appelait Maïté. Les parents ont hésité pendant 3 jours. Non, j'ai jamais eu de rejet par rapport au médical, tu vois. Heureusement que ça existe dans les cas d'urgence, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Et si tu veux, jusqu'à présent, on a beaucoup cherché à amener du stress dans la naissance pour créer des générations qui soient aptes à la survie. Ça, c'est depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires. Et là, maintenant, on commence tout doucement à pouvoir se dire, mais en fait, comment est-ce qu'on pourrait favoriser la vie ? Mais est-ce que, à d'autres niveaux, on a vraiment envie de favoriser la vie, quoi ? Tu vois, ça chamboule beaucoup, beaucoup de choses, de remettre en question la naissance, la manière dont on la voit. C'est complètement évolutionnaire. Et moi, je suis novatrice dans tous les domaines que je touche. Et je sais que je peux vraiment bousculer, mais je bouscule aussi parce que je vais jamais contre ce qui existe. Tu vois, il y a une place. Je dis souvent que la physiologie s'est inscrite à l'intérieur de la femme. C'est vraiment dans ses tripes quelque part, quand elle laisse son cerveau archaïque faire, quand elle laisse donc ce cerveau qu'elle ne peut pas commander, elle ne peut que le suivre quelque part. Quand elle le laisse faire, à ce moment-là, effectivement, elle peut vraiment aller au bon endroit. Et ce qui se passe, c'est fluide. Elle est en sécurité. Et il ne peut pas y avoir de pathologie quand elle est à cet endroit-là. Aujourd'hui, j'ai l'audace de l'affirmer. Il ne peut pas y avoir de pathologie parce qu'elle est au bon endroit de son cerveau. Par contre, si elle sort de cet espace-là, elle va rentrer dans le dossier, il peut y avoir de la pathologie. Mais donc c'est tout un cheminement. Et c'est vrai que pour arriver dans ces espaces-là, pour pouvoir accompagner les femmes dans ces espaces-là, ça demande qu'en tant que sage-femme, qu'en tant que personnel médical, qu'en tant que société, en tant que compagnon, en tant que tout, on se remette énormément en question, quoi. Est-ce qu'il y a une opposition entre lâcher prise et contrôle ? Est-ce que finalement on veut trop contrôler les naissances ? Est-ce que ça dit quelque chose de la société de contrôle ? Si tu veux, on cherche beaucoup à contrôler, alors que la vie, on la contrôle pas. Tu vois, elle nous habite et on fait corps avec elle. C'est pour ça que j'aime tant l'image de la rivière, que ce soit pour l'accouchement, que ce soit pour n'importe quoi. C'est la rivière, quand tu vas dans la vie, tu te jettes dans le flot de la rivière et tu nages avec le flot de la rivière. Tu vois ? La femme, quand elle va accoucher, elle peut très bien être sur la berge, tu sais, se dire super, là, ça bouscule pas trop, mais elle reste là, quoi. Et tant qu'elle se jette pas dans le courant, alors on peut aussi, dans la vie, on peut faire ça, hein, garder le contrôle tout le temps et vivoter. Mais vivoter, ça peut nous amener dans des impasses. Tu vois, parce que si tu marches le bord de la rivière et autres, tu sais pas où. Tu te retrouves devant une falaise ou n'importe, tu peux pas la monter. Qu'est-ce que tu fais ? T'es coincé, tu fais demi-tour ? Non, on fait pas demi-tour avec la vie. Dans le courant, tu peux essayer de remonter le courant, de ramer à contre-courant, d'essayer, tu vois, pour pas aller trop vite et autres, ça marche pas non plus. Tu t'épuises. Alors que tu peux aller dans le courant et puis te dire, bon, j'abandonne, tu vois, mais là, tu vas t'assommer sur les rochers, tu vois, tu es un vrai pantin, quoi. Ou bien, tu te dis, ok, je suis la vie et je fais corps avec cette rivière et je vais nager avec elle. Même si c'est pas moi qui fais le cours de la rivière, dire ça, le cours de la rivière, ça m'échappe. Par contre, je vais nager avec. Et ça, pour moi, c'est la vie. Tu vois, et la femme, quand elle enfante, l'idéal, c'est qu'elle soit là-dedans. C'est qu'elle se jette à l'eau, qu'elle se laisse emporter et qu'elle fasse pleinement corps avec ce qui se passe dans son corps. Et à ce moment-là, c'est super, quoi. Une forme d'acceptation, finalement, et de confiance envers la vie.
déjà dans ce premier acte qui est la naissance, parce que tout commence par là pour nous tous, cette confiance ultime que le corps humain est bien fait, qu'on est capable. Souvent, on passe notre vie à croire qu'on est incapable de plein de choses et que ça va bien se passer. Mm. Si tu veux, mettre au monde un enfant, c'est un énorme oui. Énorme oui, dans tous les sens. Oui à la vie, oui à moi, à ma capacité tu vois, mettre au monde cet enfant-là. Oui à mon enfant dans la capacité qu'il a à se mettre au monde au travers de moi. Et un grand oui à ce qui va se passer, à ce qui arrive. Et ça, une femme qui est là-dedans, quel que soit l'endroit où elle est, elle peut vraiment enfanter comme ça. Même dans le plus grand des milieux hospitaliers. Et les couples me l'ont prouvé. Vraiment. Même si ça semble... Alors c'est plus difficile que tranquille, à domicile et tout ça. Ça va demander de pouvoir plonger plus profondément. Ça va demander au père d'être beaucoup plus présent pour créer une interface entre le médical rationnel et le côté intuitif de la mère. Lui, il va faire l'interface entre les deux. Donc ça demande d'être bien à sa place, quoi. Mais c'est possible. Alors, tu m'as partagé quelque chose de très personnel ces dernières années qui reviennent un peu sur le terrain du contrôle et du lâcher-prise finalement, parce que la perte de contrôle aussi, c'est ce que vient nous apporter la maladie. Tu as vécu une période difficile ces dernières années qui t'a amené à cheminer, à beaucoup d'épreuves à traverser. Est-ce que tu peux nous en parler et comment tu as vécu ce rapport à la maladie, ce rapport à la mort, toi qui étais si proche de la vie, de ces premiers moments de vie, comment tu l'as abordé ? Déjà, je me suis jamais sentie malade. Jamais. Effectivement, il y a eu diagnostic cancer. Ça tombe. Tout d'un coup, c'est moi qui l'ai diagnostiqué, tu vois. Et enfin, supposé. Et puis après, il y a eu diagnostic. Et au départ, si tu veux, avec cette confiance, cette connaissance que j'ai du fonctionnement du corps, je me suis dit, ok, je sais qu'il y a un passage sans utiliser les méthodes classiques. Je sais qu'il y a un passage et j'ai envie de le jouer. Donc je suis partie sur des méthodes alternatives. Et c'est pas que des méthodes alternatives, c'est aussi... j'aime beaucoup aller voir ce que mon corps me dit. Donc là, si tu veux, la première chose, il me met face effectivement à la maladie, au cancer. C'est qu'est-ce que ça me fait le cancer ? Je me suis rendu compte que ok, c'est un cancer, si tu veux, c'est, je sais pas, il m'accompagne quelque part. Tu vois, c'est quelque chose qui vient me réveiller en me disant si tu continues tout droit, tu vas à la mort. Mais là, si tu me suis, peut-être que tu peux aller vers la vie. Tu vois, c'est comme ça déjà que je l'ai accueilli. Et donc je suis allée voir la mort aussi. Et puis là, en allant voir la mort, je me suis rendu compte que pour moi, la mort, c'était quelque chose d'extrêmement doux. Tu sais, le style de truc de te dire enfin, quoi. Je rends mon tablier. Super, quoi. C'est l'impression d'être une vieille âme qui est là, qui a baroudé je sais pas quoi, et qui se dit super, je rentre à la maison, vacances. Tu vois. Et du coup, ça m'a vachement étonnée, ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, mais c'est quoi vivre ? Et là, je me suis rendu compte que pour moi, vivre, c'était complètement apeurant pour utiliser un mot québécois, tu vois. Ouais, ça fait peur, quoi. J'ai la trouille de vivre. J'avais la trouille de vivre, tu vois. Et je m'en étais jamais rendu compte. C'est peut-être pour ça que je suis allée si proche du début de la vie. Tu vois, de la naissance et de ce mystère-là. Et qu'en même temps, je me suis rendu compte aussi que j'avais jamais franchement pris la décision d'incarnation. Alors, j'ai pris la décision de venir sur Terre. Ça, je crois qu'on l'a tous prise. Sinon, on ne serait pas là. Par contre, au moment de l'atterrissage,
de me dire super, je suis dans les baskets et là maintenant je suis sur terre. Non. Tu t'es toujours senti à côté de tes baskets? Moi déjà, j'ai toujours été à côté de la société, à côté des autres. J'étais une très très grande timide, très grande observatrice, marginale, donc sauvage, solitaire, asociale, qui parlait pas. Je parlais pas. Qu'est-ce qui te faisait penser que tu étais marginal? Qu'est-ce qui te donnait l'impression d'être à côté? Et si tu veux, j'ai beaucoup observé. J'ai passé quasiment toutes les récréations de primaire, collège et une partie du lycée contre un pilier du préau à observer. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup observé. Et je me disais, mais j'ai pas les codes pour rentrer en relation. J'ai pas les codes pour aller vers les gens. J'ai pas les codes pour... Je comprends pas. Je comprends pas. On m'a pas appris, c'est pas ce qu'on m'apprend. Tu vois, j'avais un petit peu cette naïveté. Mais après, je pense qu'on est tous particuliers et qu'il y a des codes qu'on a et des codes qu'on n'a pas, tu vois. Là, tu t'es senti très tôt un peu à l'écart de la société, du monde social. Ouais, c'est comme si j'avais d'autres intérêts, d'autres centres d'intérêt, d'autres... tu vois, je me souviens que je considérais un peu les femmes, tu sais, celles qui parlent un petit peu de ceci, de cela. Je comprenais pas ça, quoi. Pour moi, je savais pas rentrer en relation avec les gens parce que j'avais pas envie du superficiel. Ça, quelque part, ça m'intéresse pas. Ça résonnait pas. Ça résonnait pas avec moi. Et là, ça fait quelques années et c'est beaucoup le cancer qui m'a aidée à rentrer en relation, à sortir de ça. J'étais déjà moins timide, tu vois, mais vraiment rentrer en relation, c'est le cancer qui m'a appris, qui m'a aidée. Parce que là, je me suis amusée à aller, et je m'amuse encore à aller vers les gens avec ce que j'appelle mon enfant intérieur, c'est-à-dire avec cette innocence, tu vois. Je me souviens, j'étais à Saint-Jean-de-Luz et je recommençais juste à pouvoir marcher parce que je suis partie très loin dans tout ce qui m'est arrivé. Je recommençais juste à trouver ma mobilité. Je pouvais pas encore vraiment nager, enfin, des choses comme ça. Et puis, je marchais comme ça en me disant, c'était au mois d'avril, je sais pas si je vais aller me baigner, si je vais pas aller me baigner. Donc, j'avais juste tu sais, les petits trucs pingouins des enfants, là. et puis, je vois un gars qui avec son iPhone, et il avait une posture étonnante. Et pour moi, c'était comme s'il était en train de dialoguer avec la mère par l'intermédiaire de l'iPhone. Donc, je lui dis simplement, et elle vous répond? Et a démarré une très très belle conversation. Donc j'ai appris à rencontrer les gens sur des petits riens qui, moi, me font pétiller et qui amènent un sourire et de la joie dans l'échange que j'ai avec la personne. Et c'est des magnifiques rencontres. Donc j'ai appris à rentrer en relation avec les gens d'une manière qui m'amuse, quoi. Et c'est pleinement vivant, c'est pleinement pétillant, c'est sur des choses qui sont passionnantes. Et ça moi, j'adore. Et tu te sens, du coup, maintenant, tu dirais que tu te sens plus ancré, plus dans tes baskets à travers cette épreuve? Oui. Donc jusqu'ici, enfin jusque-là, parce que tu m'avais dit que c'est à partir de 2018 que tu as découvert que tu avais le cancer. Jusque-là, tu étais plutôt en retrait des gens, de la vie? Alors, en retrait des gens, de la société, tout ça. Oui. J'étais en relation avec les gens par le professionnel. Je faisais, en étant sage-femme, en faisant des conférences. La première conférence que j'ai faite, j'avais 19 ans. Et j'ai parlé des positions d'accouchement. Tu vois, donc un sacré culot. Je sais pas où je l'ai eu, ce culot. Mais, et le public, c'était principalement des médecins, anesthésistes, obstétriciens, sages-femmes. Et c'est pas un public facile. J'en ai jamais eu autant depuis dans un public, tu vois. Et je leur parlais d'un truc où j'avais pas du tout d'expérience. Donc, et qui va à l'encontre de ce qu'ils pratiquent. Voilà, tout à fait. Donc, si tu veux, le fait de parler en public, de prendre une place sur scène ou n'importe, j'ai jamais eu de problème.
par rapport à ça. Dans mon métier, de rentrer en relation avec les clients qui venaient me voir, aucun problème par rapport à ça. Mais par contre, tu vois, de toi à moi ou des trucs comme ça, c'est... Oh là, c'était terreur, quoi. C'était terreur. Donc, je sais que il y a un moment donné où j'ai pris la décision de me faire opérer au niveau du cancer du sein. Donc, opération, ablation. Et connaissant ce que je connais, je me suis dit, si je vais... Parce que j'ai jamais été opérée, j'ai jamais pris d'allopathie de ma vie, j'ai jamais pris de médicaments, j'ai jamais eu une maladie grave, j'ai jamais fumé, jamais bu, jamais, j'ai aucune case cochée, tu vois, pour le cancer. Et donc là, si tu veux, le fait de passer de l'autre côté, au niveau médical, et du coup, avec la connaissance que j'ai, je me suis dit, anesthésie générale, si j'ai pas pris la décision de vivre, je m'en vais, quoi. Tu vois, c'est une porte grande ouverte, hein, une anesthésie générale, un accouchement ou une anesthésie générale, c'est un très beau moyen de partir, c'est très simple. Et puis c'est un moment où tu n'as aucun contrôle. Ah ben oui, tu vois, c'est... Donc je me suis dit, il faut que je sache ce que c'est que de vivre avant ça. Et ça, je l'ai trouvé sur la plage de Fuerteventura, à Costa Calma, c'est les Canaries, je crois. Et si tu veux, c'était une plage, j'avais des kilomètres de plage sur lesquels il y avait plein de gens, mais c'est tous des étrangers, en plus c'est tous des langues que je connais pas, donc pour moi c'était des gens, mais c'était personne. Donc j'étais toute seule sur cette plage. Une plage sans... T'as pas de coquillages, t'as pas de galets, c'est que du sable. Donc c'est très doux pour les pieds. Tu peux marcher comme tu veux, tu peux jouer comme tu veux, tu te feras jamais mal. Et là, c'était génial. Et j'ai joué avec l'écume, à me baigner dans les vagues et tout ça. Et je jouais comme une petite gamine, à chanter, à courir dans l'écume des vagues. Et là, j'ai vraiment ressenti ce pétillant, tu vois, de soif de la vie, de pétillant de la vie. Et je me suis dit, ah, c'est ça. Et ça, j'ai envie. Tu vois, ça me plaît. Et je ne l'ai pas beaucoup vécu. J'ai essayé de le ramener au maximum. Ça devait être 2 mois, ouais, peut-être 2 mois avant mon opération. Et je me suis dit, mais je l'ai vécu suffisamment profondément pour pouvoir le retrouver après. Donc je savais que ça me donnait envie de vivre, tu vois, pour aller plus loin après. Il te fallait une bonne raison comme ça de savoir pourquoi tu étais sur Terre finalement. Bah, c'est un peu, tu vois, de retrouver la joie de l'incarnation, la joie innocente de l'incarnation, mais c'est... Tu sais, je le cultive depuis, cette faculté d'émerveillement qui fait que un rien devient merveilleux alors que la veille, tu le voyais même pas, quoi. Et ça, ça change tout, quoi. Si tu veux, après, c'est très simple, hein, tu sécrètes de l'ocytocine. C'est hormone de l'amour, ça te change la vie. On en revient. Tu vois, elle est toujours là. On en revient à la physiologie de l'accouchement. Il faut beaucoup d'ocytocine. Bah, bien sûr. Pour déclencher, d'ailleurs, maintenant, il déclenche avec de l'ocytocine artificielle. Ouais, mais ça fera pas du tout la même chose. Ça n'a pas le même effet. C'est vrai que la meilleure façon d'avoir de l'ocytocine naturelle, c'est d'avoir des moments de joie, d'émerveillement. Tout à fait. On en manque beaucoup dans notre vie. Et si tu veux, c'est l'ocytocine, c'est l'hormone de la guérison, c'est l'hormone de la réparation, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone de jouvence, je parle aussi souvent de la ménopause. À la ménopause, c'est vraiment la grande crise d'adolescence où tu as papa œstrogène et maman progestérone qui disaient à la femme, ouais, là ça fait 35 ans à peu près qu'on t'accompagne tous les mois à t'apprendre le masculin, le féminin, comment harmoniser entre les deux, comment te débrouiller dans la vie avec ta vulnérabilité, ta puissance, avec tout ça. Maintenant, c'est bon, vacances. Hein, on a donné, débrouille-toi. Donc c'est ça la ménopause. Et ça, si la femme dit qu'est-ce que je fais de mes hormones? J'ai plus de progestérone, j'ai plus d'oestrogène, tout ça. Ben, ça marche pas.
Et si en plus elle rajoute du stress, elle va complètement flétrir, vieillir, dégénérer et tout ça. Il y aura tous les symptômes possibles. Par contre, si elle se dit « Waouh, là maintenant j'ai le choix de mes hormones et je peux choisir l'ocytocine plutôt que l'adrénaline, donc hormone de stress. Donc la vie plutôt que la survie. J'ai ce choix-là. On a toujours ce choix-là. Mais à la ménopause, c'est « Waouh, t'y vas ou t'y vas pas, quoi ?» C'est un peu ça, tu vois. Et là, avec la maladie, c'est aussi ça que ça m'a fait. C'est, alors, t'as envie de vivre, tu le dis, mais est-ce que tu y vas vraiment, quoi? Quelque part, est-ce que t'as les couilles d'y aller? Et de prendre le risque de vivre. Tu vois, parce que c'est ouvrir et dire oui. Alors, pour un accouchement, je sais faire. Ce que j'allais te dire, c'est que pourtant, pour quelqu'un qui a accompagné toutes ces femmes, qui a mis au monde, qui a vu ce qui est merveilleux, voilà, la naissance, ce début de toutes ces personnes, tous ces débuts de parcours que tu as vus, on pourrait croire que tu t'es comblé d'ocytocine et de sens dans ta vie. Oui, mais tu vois, la vie, elle vient toujours nous chercher pour nous amener plus loin. Et enfin, pour moi, là où j'en suis aujourd'hui, c'est tout ce qu'elle m'amène à expérimenter, c'est déjà parce que je peux le traverser. C'est parce que j'ai encore des choses à découvrir. Et j'ai encore à grandir. J'ai encore à déployer plus de puissance. Mais puissance, c'est un merveilleux mot, tu vois, parce que c'est pas la force, c'est pas la domination, tu vois, c'est cette puissance de vie. Moi, avec tout ce qui m'est arrivé, je suis allée très proche de la mort, tu vois, et parce que j'ai perdu toute ma mobilité quand j'ai fait une rechute en 2021-2022. J'ai perdu 14 cm au niveau du rachis en 3 mois, tu vois. Ouais, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est une chute vertigineuse. Je n'avais strictement plus aucune énergie pour me verticaliser. Quand on me demandait de me mettre debout et de lâcher le rebord de la table, je ne pouvais pas tenir plus de 30 secondes. En tenant toute seule ma verticalité. Tu vois, Donc, si tu veux, il y a des moments où quand tu peux plus bouger ou des choses comme ça, où la mort, elle est pas loin, quoi. Mais quand tu te réveilles, tu vois, il y a un soir où je me suis dit, ok, c'est ok, quoi. Si je dois partir, je pars. Je suis prête. Mais je suis allée vérifier, est-ce que tous les dossiers, c'est bien ok, tu vois, est-ce que pour mes enfants, c'est ok, est-ce que la transmission, que je la laisse là où elle est, est-ce que c'est ok, est-ce que tous les dossiers, j'ai vu tous les dossiers, je les ai tous clôturés. J'ai tout rangé à l'intérieur de moi, tu vois. Puis après, j'ai dit, c'est ok. Demain, peut-être que je me réveille pas. C'était avant l'opération? Non, c'était après. Après? C'était 2 ans après. Est-ce qu'il y a eu une rechute? Oui, il y a eu une rechute, il y a eu une métastase osseuse au niveau de tout le rachis, tous les os, tout. et si tu veux, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux, tu sais, t'as cette question, mais c'est quoi ce qui me fait ouvrir les yeux? C'est quoi ce qui fait que même si je peux plus bouger dans mon lit, je vais quand même faire travailler mes muscles profonds pour pas les perdre? C'est quoi ce qui fait que je vais quand même essayer de pouvoir lever la tête, de pouvoir lever un bras, dans l'espoir de pouvoir sortir de mon lit à un moment donné? Et c'est quoi ça? Tu vois, c'est quoi ce qui fait que... Parce que quand j'avais plus mon autonomie, je suis allée en maison de retraite, je suis allée en centre de convalescence, je suis allée en hôpital, je suis allée... Voilà, quoi. Donc j'ai pu rencontrer plein de choses. C'était passionnant, quoi. Passionnant d'être de ce côté-là, tu vois. Et que de belles choses, quoi. Et t'en parles comme une aventure. Mais c'est une aventure. Tu sais, pour quelqu'un, moi, je dis toujours qu'au moment de l'accouchement, au moment du stade de la désespérance, la femme, elle rencontre une de ses peurs fondamentales. Et chaque être humain a une peur fondamentale sur les 3 qui existent. C'est quoi les 3 peurs? Peur de mourir, Ouais. peur de devenir fou et peur du handicap.
On n'en a qu'une, fondamentale à l'intérieur de nous. On n'a pas les trois. Tu vois, la femme, quand elle est dans le tas de la désespérance, t'as celle qui va dire « Je vais mourir ». T'as celle qui va dire « Je vais devenir folle ». T'as celle qui va dire « Il y a tout qui va exploser ». Tu vois, c'est-à-dire que son corps, il explose quoi, dans tous les sens. Et moi, ma peur, j'avais vu que c'était pas celle de mourir, tu vois, c'est pas celle de devenir folle. Par contre, c'est peur de perdre mon intégrité corporelle. Donc, tu commences avec l'ablation d'un sein, c'est déjà pas mal. Ensuite, tu perds 14 centimètres de colonne vertébrale, tu vois. Donc, au bout d'un moment, on te met avec les handicapés, on te met avec ceux qui sont en fin de vie, on te met avec tout, tu vois, tu restes 1 mois, 2 mois, 3 mois là, avec eux et autres à cohabiter. Donc, ça te permet d'aller vraiment visiter ces espaces-là, apprivoiser ces espaces-là et dire oui. Oui, parce que, je sais pas si je vais pouvoir remarcher. Je suis en fauteuil roulant, je suis super contente parce que il y a de la musique, les gens dansent, je danse. Et si tu veux, les gens, ils gardent un super souvenir de moi qui suis en train de danser avec mes bras, avec mes pieds, dans mon fauteuil roulant. Et tu n'étais pas comme ça avant ? On a du mal à t'imaginer autrement parce que tu as ça pétille, tu as une joie de vivre, tu souris beaucoup. Avant ces épreuves... J'étais beaucoup plus froide. Mais même, tu verrais... alors, j'ai pas mis les plus anciennes, hein, mais les vidéos... J'avais à peu près 450 vidéos de formation et de conférences sur Internet et 5 blogs. Et tout a été enlevé par mon ex-mari, tu vois. Pareil, dans cette période-là. Quand la vie a fait table rase, tu vois. Ouais. Et si tu veux, quand je regarde les premières vidéos que j'ai faites, anciennes et tout ça, je me dis, mais waouh! Tu vois, émanait de moi une certaine sagesse. Il y avait une sagesse qui était là. Mais par contre, c'est un peu comme quelque chose qui n'est pas accessible. Tu vois, je suis devenue beaucoup plus accessible maintenant. Parce que je me suis simplifiée. Je me prends plus la tête. Je ris beaucoup plus. Et tu sais, je me souviens très bien. Et c'est dur comme souvenir parce que j'avais 5 ans quand j'ai enfermé mon rire. Et c'est passé quelque chose. À 2 ans, j'ai décidé de devenir sage. Tu vois, jusqu'à en faire mon métier. Je suis devenue une petite fille très sage. Et sérieuse. Et très sérieuse. Mais pourquoi tu dis 5 ans, t'as perdu ton rire ? J'ai décidé d'arrêter. Comment ça se décide ? Écoute, tu sais... Consciemment, tu t'es dit... Mais c'est cet espace qui n'est pas enfant dans l'enfant. Tu sais, c'est cet espace qui prend des décisions de grand dans un corps d'enfant. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que... Il n'y a pas eu de gros crash, il n'y a pas eu de gros trucs, tu vois. Mais qu'est-ce qui, à un moment donné, m'a fait dire « Ok, j'arrête de rire ». Un peu comme si c'était... la comédie qu'on joue sur Terre, elle ne me plaît pas. Tu vois, donc j'ai pas envie de donner mon rire à ça. Tu vois, c'était un peu ça, quoi. C'est comme si je suis une pierre d'innocence et que t'as pas envie, tu vois, parce que on voit pas la pierre d'innocence. On voit que t'es naïf, que tu te fais avoir, que tu te fais influencer, que ceci, que tu te fais balader. Oui, l'innocence n'est pas valorisée dans cette société. Je ne crois pas, non. À part chez les tout jeunes enfants. Mais... oui. Donc, si tu veux, c'est un peu ça. Et les gens que j'ai accompagnés, tu vois, là, en relançant ma mailing list, je me rends compte qu'il y a des gens qui me suivent depuis 30 ans, depuis 40 ans. Mais même en moins que ça, même simplement en tant que coach. Donc, si tu veux, en tant que coach, ça fait 15 ans à peu près que je fais du coaching, c'est-à-dire que je suis sortie de la maternité pour amener les gens à se mettre au monde. C'est-à-dire que je continue, sage-femme. Hein. C'est ce qui me venait à l'esprit, c'est tu passes ton temps à accoucher les gens, tout à fait, d'eux-mêmes ou d'un enfant. Tout à fait. Et c'est pour ça que mes outils de coaching, ils sont issus de moi,
de ce que je suis, donc de ma connaissance de la naissance, de ma connaissance très fine du cycle, donc de la vie, de mes expériences, de tout ça. J'ai pas eu à apprendre à faire du coaching. Et si tu veux, les chemins par lesquels je passe, ils sont impressionnants d'efficacité. Et ma fille, régulièrement, qui est une très bonne coach aussi, me dit « Mais maman, il faudrait que tu transmettes ça. » Je lui dis « Mais Nina, c'est parce que je suis pleinement vivante. Donc la manière de suivre les gens, c'est comme quand je les accompagne dans un accouchement. C'est pas une méthode, quoi. C'est pas possible. C'est dans la relation. J'ai jamais écrit de méthode d'accouchement. Il n'y a pas de méthode pour enfanter. Pourtant, il y en a plein qui vendent ça partout oui, sur Internet. Mais oui, mais c'est ce qu'on aime dans mon livre. C'est que c'est pas une méthode, mais que ça amène à avoir confiance. Ça réamène à cette confiance en soi, quoi. Donc, si tu veux, pour moi, c'est cette puissance de vie qui m'habite et qui me guide et qui, donc, du coup, va aussi me guider dans le coaching. Et je raconte des fois une séance de coaching que j'ai faite à Singapour, alors que je parle un anglais pourri. Et où j'avais accepté de faire des ateliers, des conférences, des choses comme ça. Mais le plus dur pour moi, c'était de faire des séances de coaching. Et il y a eu une séance de coaching avec une... je pense qu'elle était chinoise d'origine, donc un accent anglais déjà difficile, et moi qui ai un anglais, tu vois, voilà. Donc elle m'a parlé pendant une demi-heure, sans s'arrêter, et je n'ai strictement rien compris. Et puis, à l'intérieur de moi, c'était... On n'a rien à faire d'effet. Ce qu'il faut, c'est que j'attrape quelque chose et que je l'amène à sortir du mental pour aller dans cet espace de vie dans lequel, là, je vais pouvoir transformer des choses très profondément. Et pour ça, je vais utiliser l'imaginaire. Tu vois, je vais utiliser l'enfant intérieur. Je vais utiliser des choses comme ça. Et du coup, on est allé là-dedans, tu vois, et elle a réussi à toucher son trésor. Et quand quelqu'un touche son trésor, c'est une véritable naissance, quoi. T'as cette joie, ce déferlement d'énergie tout d'un coup qui arrive à l'intérieur de la personne, qui est juste, c'est géant, quoi. Et puis après, c'est juste là à remonter avec son trésor pour l'amener dans sa problématique, dans son quotidien, et transformer son quotidien. Ouais. Donc moi, je lui ai simplement dit, tu le ramènes dans ta problématique, mais je savais pas ce que c'était la problématique. Tu vois, et après, je lui ai donné des clés sur comment l'utiliser dans son quotidien. Et si tu veux, j'ai eu l'occasion de la voir parce que j'étais restée longtemps et que j'ai fait des ateliers après. Mais elle était hyper contente de la séance et elle était complètement transformée. J'ai pas su du tout quelle était sa problématique. Si c'était professionnel, personnel, j'en sais rien. C'est pas grave. Est-ce que peut-être... comme toi, à 5 ans, les gens enferment trop vite leur rire, leur joie. Si tu veux, on enferme tous notre enfant intérieur à un moment donné. Parce que l'enfant naît avec ça. Il arrive avec ça. C'est une boule de vie. C'est une boule d'amour pur. Phénoménale. Et si tu veux, c'est une boule d'amour inconditionnel. Ton enfant, il t'aime comme tu es. Il aime sa mère comme elle est. Mais c'est vachement difficile d'être aimé comme je suis, alors qu'il y a des endroits où je m'aime pas. Tu vois ? Et là, du coup, quand l'enfant l'éclaire, c'est non, 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 non. Tu vois ? Et là, l'enfant, il va commencer à appuyer pour que sa mère, son père, les autres ouvrent cet espace-là. Parce que c'est un peu, si tu veux, mais... Attends, mais... Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'amour ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'amour ? Pourquoi ils l'enferment à double tour au fin fond de la cave ? Dans un cachot, dans un caveau, tu vois ? Pourquoi ça ? Pourquoi cette innocence, elle est là ? Et si tu veux, pour survivre, on a besoin... On ne peut pas y aller en tant qu'enfant si on n'est pas protégé par des grands enfants intérieurs. Tu vois, on peut pas survivre avec notre enfant intérieur. On a besoin de notre ego. On a besoin de tout ça pour survivre. Donc, à un moment donné,
on prend la décision d'enfermer ça. Et on dit, pour l'instant, je suis trop petit. J'ai besoin d'être aimé par papa, d'être aimé par maman, d'être aimé par un tel et par un tel, pour qu'il s'occupe de moi, pour qu'il m'accompagne plus loin. Donc, je vais rentrer dans de l'amour conditionné. Parce que je suis bien coiffée, maman m'aime, parce que j'écris bien, papa m'aime, parce que, tu vois, donc, soit rebelle, soit petite fille adorable, comme j'étais. Tu vois, et bonne en classe, sage, qui fait pas de bruit, qui fait pas de vagues. Voilà. Et si tu veux, c'est le pacte que j'ai fait avec moi quand j'ai enfermé mon rire, c'est à un moment donné, c'est de dire, ok, pour l'instant, je suis trop petite, mais à un moment donné, je serai grande. Sauf qu'on oublie à un moment donné, je serai grande. Et que c'est la vie qui nous le rappelle. Et elle nous le rappelle à différents moments. Tu vois, moi, avant d'avoir le cancer, j'ai eu une épaule gelée, j'ai eu, tu vois, des petits trucs où la vie, elle dit, Eps, là, change de voie, change de direction. Ouais, je vais faire avec. Ouais, je change un petit peu. Bah, si tu veux, là, moi, elle m'amène à y aller vraiment, complètement et radicalement. Et j'ai envie de la jouer, cette carte. Tu vois, j'ai envie de jouer la carte de la vie passionnément, même si je dois en mourir. Au moins, je mourrai vivante. Tu vois, je préfère mourir vivante que de vivre moribonde, quoi. Que de survivre en moribonde. C'est un peu le choix que j'ai fait. C'est le mien. Hein. Il m'appartient, mais il me passionne. C'est vrai que souvent, face à ces situations-là, la peur prend le dessus chez les gens. Et finalement, l'acceptation a été une porte de sortie et te permet de vivre là où finalement la mort peut envahir l'esprit. Bien sûr. Si tu veux, la peur, elle nous enferme. Alors, j'ai toujours des peurs. Et en tant que sage-femme, j'ai eu beaucoup de peurs. Et si tu veux, la peur, ça permet de vérifier que tu es en sécurité. Et du coup, si tu veux, là maintenant, je peux pas dire que j'ai pas de peur, mais j'ai pas peur de la peur. Tu vois, quand il y a une peur qui vient, je l'accueille, je la prends dans mes bras, et je peux avancer vers ce qui m'est proposé en prenant ma peur dans mes bras. Tu vois, elle me bloque pas. Et pour moi, c'est ça qui est important. C'est de pouvoir aller avec ma peur au-delà. Est-ce que tu dirais que tu as vécu ça comme un rituel de passage? Parce que l'accouchement physiologique souvent est associé à une forme de rituel de passage pour les femmes, qui les transforme, qui les fait passer un chemin difficile, qui les bouleverse de l'intérieur. Est-ce que le rapport à la mort, à cette mort que tu as dû affronter, tu l'as vécu comme un rituel? Alors, je dirais que l'accouchement, qu'il soit physiologique ou pas physiologique, il va être rituel de passage, quel qu'il soit. Même si c'est une césarienne, même si, c'est un rituel de passage. Pour moi, ce que je traverse, parce que je peux pas dire que j'en sois sortie. Tu vois, je suis toujours sur le fil. Et c'est bien sûr que c'est une grande initiation. C'est une très très grande initiation. C'est vraiment un chemin vers moi, un chemin de dénuement, un chemin vers la foi. Mais la foi, c'est la foi en la vie, c'est la foi en ce qui me dépasse, c'est la foi en moi, dans ma capacité à pouvoir vivre ce qui se présente là, quoi. C'est donc obligatoirement c'est initiatique. Mais la vie, c'est une grande initiation. Si on la met souvent de côté, cette vie moderne, je veux dire, 21e siècle, en Occident, on est loin d'une vie ritualisée, on est plutôt sur du quotidien, de la routine.
Il n'y a pas vraiment de passage, il n'y a que de la répétition de tâches quotidiennes. Les gens sont plutôt affairés à essayer de survivre financièrement. Il y a plus ce rapport aux choses sacrées, là où peut-être la mort vient ramener au sacré. Vraiment, c'est quelque chose d'assez sacré, comme la vie, la naissance. On n'y est pas beaucoup confronté, on ne se souvient plus de notre naissance. Sauf, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent ça, se souviennent de leur naissance. Ça doit être très très rare. Et puis on ne sait pas comment on va mourir. Donc le rapport à ces passages-là, ces deux passages sacrés, sont assez lointains et tout notre quotidien tourne autour de choses assez banales. Si tu veux, il nous appartient à nous d'en faire des choses banales ou des choses pas banales. C'est vraiment... on a le choix. On a le choix de tout ce qu'on fait. Tu vois, j'ai le choix à chaque instant d'être présente ou d'être absente. Oui. Est-ce que je suis emportée par mes pensées, du coup je suis absente? Tu vois, est-ce que là, pendant que je te parle, est-ce que je suis en train en même temps de faire mon programme pour demain ou des trucs comme ça? Auquel cas, je suis absente. Et du coup, je serais pas pétillante comme ça, si j'étais absente. Parce que je suis pas dans la vie. Je suis pas là. Et si tu veux, ce qui est passionnant, c'est le fait d'être là. Moi, plus je le savoure et plus j'ai envie d'y être. Et en même temps, je me pose cette question, mais comment ça se fait que c'est si difficile d'y rester, tu vois? C'est vrai, comment ça se fait que c'est si difficile d'y rester? Parce que ça nous dépasse. Parce qu'on n'a pas été éduqué avec ça. Parce que ça nous échappe aussi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et tu vois, moi, quand j'ai recommencé à faire des conférences un petit peu, ou des ateliers, ou que je recommence à animer un petit peu, je découvre la puissance que j'ai acquise pendant ces 5 années. Et je me dis, waouh, faut les tenir, quoi. Tu vois, et aujourd'hui, parce que j'ai traversé tout ça, je me dis, ok, je sais que je peux tenir la puissance que la vie m'envoie. Tu vois, ce que j'ai apporté, je peux le faire. Mais ça peut faire peur. Tu vois, la première réaction de personnes que j'amène à aller dans leur vulnérabilité, on pourrait dire qu'elles ont peur de leur vulnérabilité, qu'elles ont peur de tout ça, tu vois. Mais ce qui ressort, c'est j'ai touché une puissance, mais elle me met en panique, quoi. La puissance d'incarnation, tu vois, quand je te parle de cette nuit où j'étais prête à ne pas rouvrir les yeux le lendemain matin, et où ce que j'ai trouvé qui me faisait ouvrir les yeux comme ça, c'est un élan de vie phénoménal à l'intérieur de moi, mais qu'on a tous. Sauf que on n'entre pas en contact, sauf il faut un truc très dur pour qu'on rentre en contact. Et quand j'ai touché cet élan de vie, c'est une bouffée de joie, c'est une bouffée d'amour, c'est un truc, c'est phénoménal, quoi. J'hésite à le faire, à l'habiter pleinement encore aujourd'hui, tu vois. C'est too much, quoi. Au point que tu disais que la vie te faisait plus peur que la mort. Ouais. Mais si tu veux, maintenant, je peux pas dire qu'elle me fasse plus peur, mais c'est waouh. Comme un vertige. Il faut que j'ouvre encore plus, quoi. Et en même temps, si tu veux, c'est waouh, mais c'est quel honneur d'incarner ça. Tu vois, et comment je prends soin de ça. Tu vois, c'est waouh, c'est un truc qui m'est confié dans un corps pour que je puisse l'éprouver. Tu vois, pour que je puisse le sentir, le goûter, le danser, le savourer. C'est juste parce que j'ai mes sens et que j'ai un corps que je peux expérimenter ça. Si j'ai pas de corps, je peux pas expérimenter. C'est ce qu'on éprouve avec nos sens. Quand t'affines tes sens et que t'écoutes les petits sons dans la nuit, que tu sens le parfum du chèvrefeuille le soir, tu sais, des trucs comme ça où juste tu dis oh, c'est trop bon, quoi. Ben là, t'es pleinement dans la vie. Tu sens t'as tout qui se dilate
Et c'est juste... le temps s'arrête, quoi. Et ça devrait être ça à chaque instant. Tu vois, c'est... Moi, j'ai envie de dire que petit à petit, je suis une éternelle amoureuse. C'est parce que j'aime ce que la vie exprime en moi, tu vois. J'aime la sentir couler à l'intérieur de moi. Comment on préserve ça alors toi qui vois le début de vie, qui a vu beaucoup de débuts de vie, hein, Ouais. 2000 enfants que tu as permis de faire naître dans des bonnes conditions. Comment on fait d'après toi, si on doit donner une recette, avec ton expérience, toi qui as raccroché le wagon aujourd'hui à travers l'expérience douloureuse du cancer, qui a raccroché le wagon de la joie, de l'émerveillement, de ce pétiment, comment on pourrait faire pour préserver finalement et pas avoir besoin de raccrocher le wagon? Ça, c'est un énorme changement de paradigme. L'enfant qui vient, surtout ce qui arrive maintenant, en cette période si chaotique, ce sont des grands maîtres. Tout le monde le dit. Moi, je le sais. Je dis ça comme ça. Non, je m'en suis rendu compte parce que, tu sais, on parle souvent de ce regard du nouveau-né à la naissance. Moi, je me souviens du regard de ma fille qui m'a regardée. Elle venait juste de naître, tu vois. Et c'était un sage qui... Tu sais, j'avais l'impression que ça venait de loin, qui me regardait avec toute cette profondeur-là, tu sais. Et moi, c'était... Oh, tu sais, c'est un peu pour dire, c'est toi, ma maman? Oui, tu vois. Et puis après, elle a été bébé. Elle s'est confiée à moi en tant que bébé. Mais petit à petit, j'ai vu dans les enfants que je mettais au monde des enfants qui gardaient ce regard-là plus longtemps. Ils ne le perdaient pas à la naissance. Ils le gardaient encore à 3 mois, à 3 ans, à 7 ans. Tu vois, je me disais, waouh, ils le tiennent, quoi. Et je me souviens d'un enfant... Je faisais une conférence en Alsace et je logeais chez des gens avec naissance à la maison et tout ça, donc toute cette éducation et autres. Et au petit déjeuner, j'étais seule avec un enfant qui devait avoir 7 ans, un petit garçon. Et si tu veux, je le vois et il était là, tu sais, en regardant ses doigts, sa main, et il me dit, c'est beau, hein. Moi, je dis, oui. Il me dit, t'as vu toutes ces couleurs? Ah. Ok. Je sais pas tout. Tu vois? Et lui, c'était là, il le partageait simplement. Alors que ma génération, on ne se serait jamais autorisé ça. Ouais. Tu vois? Et là, maintenant, il y a des jeunes qui sont plus grands et autres, et où je reconnais cette stature, ils sont bien dans leur corps, ils sont d'aplomb et autres, il y a un regard qui est là, mais c'est fabuleux, quoi. Et du coup, par rapport à ta question, c'est comment est-ce que, en tant que parent, je peux abandonner l'idée d'avoir à éduquer mon enfant. Oui. C'est dès l'instant où la conception a lieu, et même des fois avant, je rentre à l'école de parents et je ne connais rien. Et l'enfant, mon enfant, va m'apprendre. Et il m'apprend tout ce que j'ai besoin de savoir pour être sa mère. Le prochain m'apprendra tout ce que j'ai besoin de savoir pour être la mère du prochain. Je suis pas la même. Tu vois? Et en même temps, si tu veux, l'enfant, il me ramène aussi vers moi. Énormément, il m'apprend à vivre. Il y a une phrase de Osho que je trouve formidable, mais qui est extrêmement dure. C'est « Nos enfants nous apprennent à vivre, et nous leur apprenons à mourir ». Et c'est tellement vrai. Mais on a été ces enfants. C'est ça qui est dramatique. Oui, mais si tu veux, aujourd'hui, on avance. Aujourd'hui, on sait plein de choses. Aujourd'hui, on prend conscience de plein de choses.
Donc il y a possibilité de pouvoir se dire, en fait, c'est qui ce petit être qui vient de naître au travers de moi, que j'ai accueilli, j'ai dit oui, et m'est envoyé cet être-là. J'aime pas dire enfant, parce que c'est un nouvel être, dans un corps d'enfant, mais c'est un maître. Et il en sait beaucoup plus que moi sur la vie. Par contre, théoriquement, j'en sais beaucoup plus que lui sur l'incarnation. Parce que ça fait plus longtemps que je suis là. Mais pour ça, et il y a plein de parents qui sont venus me voir plus tard quand je faisais du coaching, tu vois, et qui étaient bousculés, des mères, des pères, qui venaient et qui disaient, mais moi, mon enfant qui est plus grand et tout ça, il vient me chercher, et il me parle de ça, de ça, de ça, et ça me bouscule, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Et à chaque fois, si tu veux, pour moi, c'était, est-ce que là, ce dont il te parle, est-ce que tu connais? Ouais, quand j'étais petite, j'avais les mêmes choses, mais on m'a dit qu'il fallait pas, qu'il fallait que ceci. Donc la maman, le papa, ils ont tout bien fermé. Tu vois? Et là, l'enfant, il vient avec quelque chose de plus puissant dans ce domaine-là. C'est comme si le parent, il vient avec un Atari et l'enfant, il arrive avec le dernier modèle Mac. Tu vois? Mais pour pouvoir faire fonctionner son dernier modèle Mac, il a besoin que le parent fasse complètement fonctionner son Atari. Donc, moi, à ce moment-là, je dis aux parents, vas-y, retrouve ces espaces-là. Et vas-y à ta manière pour pouvoir accompagner ton enfant dans cet espace-là, dans la manière dont toi, tu le mets dans de l'incarnation, dans de la forme. Donc, c'est un peu ça. Et on ne devrait pas... on ne devrait pas répondre à des questions d'un enfant tant qu'il ne les a pas posées. Tu vois, on ne devrait jamais leur enseigner des choses ou leur expliquer des choses quand ils ne nous l'ont pas demandé. Ils n'y sont pas. Et combien de fois, quand ils commencent à poser des questions, ils viennent nous déranger. Parce qu'ils viennent poser des questions sur des endroits où on ne sait pas comment répondre. Parce qu'ils nous parlent de la vie. Tu vois, ça va être entre autres comment on fait les bébés, comment on meurt, c'est quoi la mort, c'est quoi... Tu vois, c'est tout des trucs. Waouh! Mais je me suis jamais posé la question, je sais pas où j'en suis. Et l'enfant, il va pas vouloir que tu lui racontes un truc comme ça. Parce qu'il sait pertinemment quand est-ce que tu dis ce que tu sens dans tes tripes, ce qui t'habite, que tu es aligné avec ça, ou que c'est juste un truc que tu lui racontes pour répondre à la question. Et ça lui conviendra pas. Parce qu'il n'a pas besoin d'une théorie sur la mort, ou d'une théorie sur comment on fait les enfants. Il a besoin de toi, ta vie, à ce niveau-là. Donc, si tu veux, c'est un énorme... On vit une période passionnante. Tu vois, où, par rapport à la naissance, on arrive un peu à un cul-de-sac avec la médicalisation. Parce qu'on se rend compte que la médicalisation n'assure pas une sécurité complète de tout. L'hyper-contrôle, on ne peut pas hyper-contrôler. Ça échappe. Et quand ça échappe, c'est la catastrophe. Et aujourd'hui, si tu veux, malheureusement, en France, il y a de plus en plus de parents qui ont envie d'accoucher seuls à la maison, sans personne médicale ou des choses comme ça, ou pas de personnes formées. Et moi, je dis, non, on n'est plus à cette époque-là. Tu vois, parce que, bien sûr, une maman qui est dans la physiologie, je peux certifier qu'elle est en sécurité et que son enfant est en sécurité. Mais qui peut certifier qu'elle est dans la physiologie? Même pour moi, qui connais super bien la physiologie, je ne peux pas toujours le certifier. L'importance d'être entouré pour éviter les urgences. Tu vois, donc on arrive à des extrêmes qui fait que on est obligé d'aller vers d'autres espaces. Et pour ça, pour moi aujourd'hui, tu vois, j'aimerais bien former des sages-femmes,
former des sages-femmes qui font des accouchements à domicile, j'ai vraiment envie de ça, de les former à la physiologie, parce qu'on parle de la physiologie, mais c'est pas la vraie physiologie dont on parle. On confond physiologie et accouchement naturel. La physiologie, c'est un truc bien, bien particulier, c'est ce que j'ai décrit dans mon livre, tu vois, J'accouche bientôt, que faire de la douleur. Mais je sais que les sages-femmes, je vais les faire grincer, hurler, parce que je vais les ramener à de la sécurité, donc à de la physiologie. Et si tu veux, si je vais dans de la physiologie pure et dure, un bébé qui se présente avec le dos à droite, c'est pas physiologique. Un bébé qui dépasse son terme, c'est pas physiologique. Un bébé c'est pas physiologique. Une maman qui commence par perdre les os, c'est pas physiologique. Mais après, c'est pas grave, ça. Mais c'est important de savoir que, ok, il y a déjà un truc qui fait que c'est pas complètement la physiologie. Donc, j'ai aiguisé mes écoutilles. Et si on pouvait déjà ramener tous les accouchements à domicile dans cette sécurité de la physiologie, il n'y aurait plus du tout de transfert en urgence et de trucs comme ça. Donc, il n'y aurait plus de chasse aux sorcières. Parce que c'est vrai que les sages-femmes à domicile, sont mal vues, pourchassées pour certaines dans certains départements, les ARS. Tout à fait. Qui s'attaquent à cette pratique. Bien sûr. Bien sûr. Mais si tu veux, étant donné que dans les accouchements à domicile, on ne fait pas que de la physiologie, quelque part, je comprends. Moi, j'entends des sages-femmes qui font des accouchements à domicile, mais waouh, quel risque elles prennent, quoi. Ouais. On n'est plus à cette époque-là. Là, on est à devoir retrouver la confiance dans la physiologie, dans la capacité de la femme, dans la capacité à l'enfant de se mettre au monde au travers de cette femme-là, tu vois. On a retrouvé confiance. Et pour ça, c'est des balbutiements. Donc, c'est plus du rodéo, quoi. Ça, c'était avant. Là, maintenant, je pense qu'on arrive à une période où on peut plus jouer avec ça. Et c'est ce qui permettra petit à petit de réavoir confiance et de trouver des chemins de non-souffrance et peut-être même des chemins de non-douleur pour mettre au monde, sans qu'il y ait besoin d'enlever la douleur. Il n'y aura pas forcément besoin d'une péridurale. Parce que, quelque part, si j'ouvre et si je dis oui, il y a pas mal. C'est ce que tu dis dans ton ouvrage d'ailleurs, c'est que la douleur n'est pas évitée, elle enseigne. Et d'ailleurs, si on raccorde ça à la douleur de la maladie, du cancer, de cette épreuve, finalement, ça t'a enseigné beaucoup de choses. Bien sûr. Peut-être que d'éviter la douleur à tout prix est un piège, une voie sans issue. Ben, si tu veux, c'est d'aller avec. Et elle te montre, elle éclaire une porte que tu n'as jamais osé ouvrir, que tu n'as jamais voulu ouvrir. Et plus tu dis non, non, pas là, non, non, pas là, ben plus ça va taper fort. Tu vois, c'est là où entre le premier épisode du cancer et après, il y a effectivement des métastases. Ok, je pourrais dire, ouais, mais attends, quand même, ça exagère un peu là-haut. Non, il y a des choses que j'ai pas comprises. Je suis pas allée suffisamment loin. Tu vois, je peux aller encore plus loin. Vers la vie. Vers la vie, tu vois, donc vers moi. Parce que si tu veux, nous sommes des êtres vivants. Donc des êtres vibrants. Donc on est des êtres, c'est fabuleux, quoi, ce qu'on est. Mais quand est-ce que je prends le courage à deux mains pour incarner pleinement mon originalité? Tu vois, mon individualité, mon unicité. Et de dire, ok, ça c'est moi, je suis peut-être la seule à croire en ce chemin, à habiter ce chemin-là, mais j'y vais. Et si tu veux, obligatoirement, je suis la seule. Parce que je suis la seule à incarner cette nuance d'amour que j'incarne. Cette nuance de vie que j'incarne. J'ai la responsabilité de l'incarner, de l'amener dans la matière, de l'éprouver. C'est ma responsabilité. Et peut-être que la seule chose qu'on a à faire sur cette terre, c'est de rayonner cette
cette unicité, quoi. On n'a peut-être pas besoin de faire plein de choses. Tu vois, moi, ça m'amène vraiment à ça, quoi. Incarne chacune des choses que tu dis, que tu fais, tu vois, c'est vis avec. Et ça, l'enfant, tu peux pas mentir à l'enfant. Tu peux pas faire croire à un petit que tu y es alors que tu y es pas, quoi. Il va te démonter jusqu'à ce que tu y sois. Et ça, quel que soit l'âge, quoi. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu t'es pleinement enfanté? Non, parce que c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Si tu veux, c'est jamais fini. Peut-être que je pourrais le dire le jour où je mourrai. J'en sais rien. Tu vois, j'ai eu la chance d'accompagner ma maman dans la mort. Et juste dans toute cette période où la vie a fait table rase, tu vois, des métastases et de tout ça. Et si tu veux, elle avait 97 ans et un jour au téléphone, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et j'ai dit à maman, t'as pris la décision? T'as pris une décision? Elle m'a dit oui. Et à ce moment-là, j'étais en montagne, dans un lieu qu'elle adore. Et ma sœur était à la mer, dans un lieu qu'elle adore. On était toutes les deux dans les lieux qui la ressourçaient le plus. Et on finissait toutes les deux nos vacances en même temps. Et moi, je devais rentrer chez moi, mais je suis passée par chez ma maman. Et on s'est retrouvés, ma sœur et moi. On est arrivés le samedi à 18h. On a mangé, enfin, tu vois, une soirée très agréable. Et puis, je suis restée avec ma maman toute la nuit. Et le soir, elle m'a dit, tu sais, ça risque d'être long parce que le chemin vers Dieu est long. Moi, je lui dis, mais tu sais, ce que tu appelles Dieu, qui est la vie, c'est partout, c'est en toi. C'est pas obligé que ce soit long. Et la nuit, ça a été la nuit comme elle a pu être, quoi. Divagation, un petit peu de fois, pas mal de choses. Puis le lendemain matin, elle me regarde comme ça, elle me dit, oh, ça sera rapide. Et à ce moment-là, elle a plongé. Comme dans un accouchement. La femme qui se retire pour être complètement à l'intérieur d'elle, elle est out. Tu vois, elle est pas là, quoi. Elle est entre les mondes. Et là, ma mère, c'était pareil. Elle est entre les mondes. La même chose, ne pas faire revenir. J'ai dû apprendre à sa sœur qui essayait tout le temps de la ramener. Je dis non, laisse-la partir. Laisse-la partir. Et à 18h, au coucher du soleil, si tu veux, dans mes bras, elle est partie, quoi. Tu vois, elle a pris sa décision et elle a dit oui, un grand oui. Et c'est, si tu veux, c'est une mise au monde. Tu vois, c'est d'arriver à s'ouvrir et à dire oui jusqu'à lâcher ce corps, quoi, ce véhicule, cette écorce terrestre. Tu vois, qui nous a permis une si belle expérimentation de l'incarnation. Mais c'est pas ça la finalité. Tu vois, ça a enrichi la vie qui coule en moi et qui était avant la naissance et qui sera après, parce que la mort n'est pas à l'opposé de la vie, elle est à l'opposé de la naissance. Tu vois, la vie, moi, très souvent, quand j'accueillais des enfants, j'accueillais l'enfant, mais j'avais l'impression qu'il y avait des personnes de l'autre côté du voile, tu vois, qui aussi, ils avaient les mains pour laisser partir une forme, pour qu'elle rentre dans une autre forme. Tu vois, c'est un peu tout ça, mais est-ce que c'est pas ça? Si tu veux, on passe notre temps à changer de forme. Même si notre corps, il se reconstitue entièrement tous les 7 ans. Quand j'ai réalisé ça, tu vois, j'étais pas très vieille, mais je me suis dit, mais du coup, c'est pas moi, ça. Tu vois, c'est pas moi, ça. C'est une forme. Mais moi, c'est autre chose. C'est ce qui permet que cette forme tienne. Enfin, que ces cellules tiennent. J'en sais rien. Mais j'ai même pas à savoir ce que c'est, moi. J'ai à l'être. Tu vois, j'ai à le savourer, je peux pas le définir.
Et beaucoup de poésie, beaucoup de magie dans tes propos, beaucoup de magie sur la naissance, sur la vie, sur la mort. Mm. Ça, la mort, c'est le plus tabou. Et tu arrives à remettre un peu de magie là-dedans. Écoute, la vie est magique. Tu sais, il y a des choses, moi, qui m'épatent en tant que chercheuse. Il y a des choses qu'on n'a pas réussi à élucider. Comment est-ce que un amas de cellules, à un certain moment, tout d'un coup, il y a du toutou, toutou. Il y a un cœur qui bat. D'où il vient le premier battement? Tu vois, ce premier truc, cette étincelle d'énergie qui fait que c'est un être vivant. Mais on ne sait pas. Qu'est-ce qui fait que tous les mois chez une femme, il y a quelque chose, une énergie qui arrive, qui va mettre en éveil 3 à 30 follicules dans ses ovaires qui étaient endormis depuis sa naissance. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ça se réveille et ça commence à travailler, comme si ça avait jamais été endormi. Tu vois, mais c'est magique. C'est des trucs qui nous échappent complètement. C'est des trucs, on ne peut pas le contrôler. C'est de la vie à l'état pur. Et ça, c'est à l'intérieur de nous. C'est un monde fabuleux à l'intérieur de nous, dans ce merveilleux corps, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous écoutent pour finir, qui voudraient libérer cette vie intérieure, cet enfant intérieur? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller du haut de toute ton expérience, qui est encore en cours, hein, parce que tu dis que tu n'as pas fini, mais est-ce que tu as un enseignement, un conseil Moi, j'ai envie partagé? de dire, arrêtez les prises de tête. Dès qu'il y a prise de tête, c'est que c'est pas la bonne direction. Simplifier et s'émerveiller. Et s'émerveiller. C'est-à-dire que, tu vois, le petit truc tout bête de qu'est-ce qui m'a émerveillé aujourd'hui? Mais ça peut être, ouais, mais attends, je suis en ville, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de... Si, il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a de l'automne, il y a du vent, il y a du soleil, ou il y a de la pluie, ou il y a... Si tu veux, moi-même, quand je viens à Paris, je m'émerveille. Mais sur un rien. Sur un rien. C'est une histoire de regard. Donc c'est de retrouver cette liberté de notre choix. J'ai le choix à chaque instant de m'émerveiller ou de... Tu vois, d'être dans du labeur, de la douleur, ou d'être dans quelque chose qui est... Waouh! De la vie, quoi. Et j'ai le choix de la manière dont je vais faire les choses. Des fois, on va me dire, ouais, mais attends, il y a le ménage à faire, il y a la vaisselle à faire, tu vois, c'est... Ben ouais. Mais si tu veux, ça peut être un jeu, la vaisselle. Ça peut être un jeu, le ménage. Tu peux faire plein de choses au travers du ménage. Comment, à un moment donné, j'ai pris la décision de ne plus rien faire de laborieux. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas les choses laborieuses. Ça veut dire que... Non, je trouve un autre chemin. Et pour ça, je demande à mon enfant intérieur. Là, tu vois, j'ai ce truc-là, j'ai la comptabilité pour les impôts à faire, là, tu vois. C'est pas très joyeux. Voilà. Ben, qu'est-ce que tu me proposes? Ben déjà, tu vas mettre cette musique et puis tu mets ce petit personnage de Mickey à côté de toi. Et si tu t'amusais à dire que les chiffres, le 8, c'est un gros bonhomme tout rond qui se balade comme ça, et que le 7, c'est un petit chapeau pointu, et que... Mais attends, mais je m'éclate à ce moment-là. Quand est-ce que je vais avoir un 6 avec une femme enceinte? Tu vois, ou j'en sais rien. Mais c'est... Et je fais ma compta pour les impôts. C'est la créativité. Les trois manières d'exprimer l'énergie de vie, c'est la spiritualité, la créativité et la sexualité. Les trois, c'est la même chose. Et les trois devraient se rejoindre. C'est un très bon conseil.
vous invite tous à le mettre en pratique. Voilà. C'est vrai, on manque beaucoup de... Peut-être que cette société manque le plus de créativité et de spiritualité, on va dire, en tout cas. Et de sexualité spiritualisée et de spiritualité incarnée. C'est vrai. Faut tout rassembler. En tout cas, merci infiniment, Maïti, pour ton énergie, ton parcours. Et puis ce partage qui est sorti un peu des sentiers battus, mais finalement qui a rejoint le thème principal. Et finalement, tout se complète, la boucle est bouclée, on va dire. Je suis sage-femme. Je peux pas m'en empêcher. C'est passionnant. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent te suivre ou avoir un coaching de ta part? Écoute, c'est bien volontiers et comme je recommence tout doucement, avec moult précautions à reprendre du travail, je te ferai passer éventuellement l'adresse, le lien, On mettra si c'est possible. Dans la description. Le lien pour s'inscrire à ma newsletter. Pour l'instant, c'est le plus simple, c'est de s'inscrire à ma newsletter dans laquelle je donne des perles à chaque fois. Et sinon, j'ai aussi une petite chaîne YouTube, j'ai aussi un Facebook. À ton nom. À mon nom. Voilà. À mon nom, simplement. Mais le plus sympa et le plus profond, c'est quand même ma newsletter. Quelque part, ça permet aux gens de rentrer dans mon univers, dans mon monde. Je les accompagne déjà par ma newsletter. Et puis après, s'ils veulent du coaching, c'est possible. Ils me le demandent par retour de mail. Et c'est possible. Et même du suivi pendant la maternité. Hein. Je recommence à faire du suivi, pas du suivi médical. Ouais. Donc, je ne suis pas prise en charge par la sécurité sociale. Je suis en plus d'un suivi classique. Mais si des parents ont envie d'oser s'ouvrir à l'enfantement, moi, je suis là, quoi. Je suis là et j'ai plein de billes à leur transmettre. C'est passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion de renouveler l'expérience. C'est plus sympa en vrai que derrière un écran, en tout cas. Oui. Il se passe plus de choses, plus de connexion. Voilà. En tout cas, merci infiniment, Maïti, pour ce moment d'échange qui, j'espère, vous a plu. Bien évidemment, je mettrai le lien vers ta newsletter dans la description. Je vais m'inscrire aussi. Super. Profiter un peu de cette énergie, de tes enseignements qui sont très inspirants. Et j'invite tous ceux aussi qui nous écoutent et qui voudraient nous soutenir aussi à nous retrouver en kiosque et sur nexus.fr pour qu'on puisse continuer de vous partager des informations libres et indépendantes. Et le numéro 161, voilà, que vous pouvez retrouver actuellement en kiosque, bien évidemment, toujours sans publicité, sans subvention, indépendant, voilà, comme la vie, finalement. Ouais. Être le plus indépendant possible, c'est le plus important. Merci infiniment, Maïti. Merci à toi, Marc. À très bientôt, j'espère. À très bientôt, moi aussi. Au revoir.